Nous allons commencer en priant et nous confierons au Seigneur donc Christian, afin qu'il nous le rende rapidement et en bonne forme, et nous ferons mémoire bien sûr de l'abbé Chanu, qui nous manque beaucoup. J'avais déjà eu une intention pour la messe demain, mais je pense que je la prendrai pour l'abbé Chanu. Voilà. Et aussi pour le prince, bien sûr, et à toutes nos intentions. Voilà, alors nous ouvrons notre séance par la prière. Ensuite, donc, nous aurons notre premier communicant qui va lui-même faire l'ouverture proprement dite de cette session sur notre thème, le bicentenaire de la Restauration et de la Charte, Emmanuel de Varesquiel, et qui sera suivi de Laurent Chéron, de Franck Bouscaut, de Philippe Pichot-Bravard, qui devrait arriver sous peu, et de notre cher Hervé Pinoteau, ce soir, après souper. Oui, c'est ce qui est prévu, cher ami. Hein. Bon. Voilà. Donc, nous nous levons pour prier. On a quand même les anges de la Maison de France, mais on aurait voulu plus haut encore. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de l'Assomption, patronne de la France, priez pour nous. Saint Louis, roi de France, Sainte Jeanne d'Arc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On devrait avoir une prière au début de tous les colloques universitaires de France et de Navarre. Ça ferait beaucoup de bien aux intervenants. Et ça changerait un peu l'esprit général de la chose. Il m'incombe la lourde charge d'introduire ces 3 journées d'études qui, si j'en juge par les conférenciers, par les intervenants, par le nom des intervenants, seront brillantes. Je vais me risquer à une petite approche générale de ce qu'est la Restauration, de ce qu'a été cette année 1814, et peut-être la développer sous l'angle et à la lumière, je m'en excuse auprès de mon voisin, le Père Pic, sous l'angle de la Révolution. 1814, d'abord, porte mal son nom, à mon avis. Restauration, du latin restaurer, rebâtir, reconstruire, refaire. Au fond, ce qu'a été le retour des Bourbons, ce qu'a été ce régime qui s'installe en 1814, n'a pas grand-chose à voir avec une restauration dans le sens propre du terme. Ce n'est évidemment ni un retour à l'ancien régime, au contraire, bien au-delà, ce n'est pas une sorte de parenthèse qui aurait arrêté pendant un certain temps une marche inéluctable du pays vers la République et vers la démocratie. Ce n'est pas non plus ce que certains ont appelé le moment anglais de l'histoire politique et sociale de la France, une sorte de moment de paix absolue, extérieure et intérieure. C'est tout autre chose à mon avis, et c'est
sous cet angle-là que j'aimerais vous présenter cette année 1814 de la Restauration. C'est probablement, à mon sens, l'une des tentatives les plus étonnantes, les plus originales et probablement les plus brillantes de mettre un terme à la Révolution. Terminer la Révolution, qui a été le grand leitmotiv de tous les régimes qui se sont succédés en France depuis le fameux mot de Bonaparte après Brumaire en 8, la Révolution est terminée et elle est finie aux principes qui l'ont commencé, jusqu'à la Troisième République et jusqu'aux années 1870-1875. Je voudrais commencer par vous dire ce que n'est pas cette restauration et ce que n'est pas ce retour des Bourbons. Il a été présenté et balayé, non pas d'un revers de main, comme Louis XVIII l'a fait de la charte sénatoriale d'avril 1814, mais au moins faire un sort à ces mythes qui sont nés dès l'époque du retour du comte d'Artois puis de Louis XVIII. Le premier étant de considérer que ce retour s'est fait dans les fourgons de l'étranger. On sait que ce mythe des fourgons de l'étranger apparaît dans le discours napoléonien du vol de l'Aigle et de mars 1815, qui est un discours volontairement révolutionnaire. Il s'agissait pour Napoléon de retrouver une légitimité par le peuple et de reproduire au fond le vieux discours de collusion des Bourbons avec l'étranger, qui était le discours de la terreur de 1792 et 1793. Les fourgons de l'étranger sont absolument un mythe, en tout cas, certainement, en ce qui concerne le premier retour des Bourbons en avril-mai 1814. Je vous l'expliquerai pourquoi, je vous le dirai un peu tout à l'heure. Le deuxième mythe dont j'ai bien envie de me débarrasser en préambule de cette introduction, c'est celui du retour miraculeux et providentiel des Bourbons en 1814. C'est un mythe qui est diffusé d'abord par Chateaubriand, de Bonaparte et des Bourbons. Il a cette phrase extraordinaire, c'était, en parlant des Bourbons, c'était comme si j'énumérais les enfants de la Chine. Pour mieux faire apparaître cet extraordinaire retour, ce miraculeux retour des Bourbons, Chateaubriand présente une France absolument amnésique, comme si elle avait oublié les 1000 années de monarchie française qu'elle a connues, et comme si, à la génération des 50 ou 40, 50 ou 60 ans, personne n'avait connu les dernières années de l'Ancien Régime, et a fortiori le règne de Louis XVI. Si on se place du côté de la mémoire de la Révolution, telle qu'elle a été vécue en 1815, il est absolument évident qu'il y a une sorte de généalogie de la mémoire révolutionnaire, et a fortiori de la mémoire de l'Ancien Régime, extrêmement prégnante, non seulement de la part de la génération qui a connu dans sa jeunesse les dernières années de l'Ancien Régime, mais également de la part de la génération suivante, par transmission orale, même si la censure était extrêmement prégnante sous l'Empire, Fouché y veillait, il n'empêche que cette mémoire était vivace, sans parler même des réseaux royalistes, des chevaliers de la foi, qui, à partir de la rupture concordataire de 1810, vont devenir extrêmement efficaces et rappeler autour du pape et du roi cette mémoire de l'Ancien Régime. Ces deux mythes sont à balayer. Comment s'est passé et quel a été le processus qui a conduit à l'effondrement de l'Empire et à la restauration des Bourbons? Chateaubriand a également une phrase qui me paraît intéressante de Bonaparte et des Bourbons. Il parle de la force des choses ou de la force des circonstances. Il y a d'abord des causes objectives au retour des Bourbons, c'est l'effondrement de l'Empire. Qu'on ne pense pas que cet effondrement est purement un effondrement militaire, ça ne fait pas trop de bruit dans le micro, j'ai peur que ça grince un peu. Qu'on ne pense pas que cet effondrement est purement un effondrement militaire, l'invasion, la traversée du Rhin par les armées coalisées en décembre et janvier 1814, c'est aussi un effondrement moral, économique et financier. La France connaît une crise grave, d'abord financière, ensuite économique, ensuite agricole, à partir de 1810 jusqu'en 1813, et il y a une déprise de la France vis-à-vis du régime impérial, de la part des élites, mais aussi de la part du peuple, qui va en augmentant à partir de 1810-1811, je pense à la conspiration Mallet de 1812, et qui va créer, je dirais, un milieu ou
un univers favorable à une transition et à l'avènement d'un régime autre que le régime impérial. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la situation qui existait entre février et avril 1814 en France. La France est envahie, Bonaparte, Napoléon mène ses dernières campagnes, rechausse ses bottes d'Italie en Champagne et dans l'est de la France, et au même moment, les Alliés négocient la paix avec le représentant de Napoléon qui est Caulaincourt à Châtillon-sur-Seine, congrès qui s'ouvre début février 1814 et qui sera rompu, qui se terminera le 19 mars 1814. Les Alliés négociant la paix avec Napoléon sur le principe des frontières de 1791, les exigences des Alliés ont augmenté au fur et à mesure de leur avancée vers le territoire français et en France à partir de janvier 1814, les Alliés négociant la paix avec Napoléon, il n'était pas pour eux question d'une solution autre, d'une alternative au régime napoléonien, tant que ces négociations de paix étaient en cours à Châtillon-sur-Seine. Castlereagh le dit très bien dans une de ses lettres à Liverpool, début février, pour que nous ayons et que nos buts de guerre aillent vers un régime autre que le régime napoléonien en France, il faudrait deux choses. D'une part, que les négociations de paix soient rompues avec Caulaincourt et avec les représentants du régime impérial, et d'autre part, que les royalistes nous donnent un signe. Talleyrand, dans une de ses lettres à la duchesse de Courlande, voyant les choses de très près à partir de Paris à la fin mars, a un mot très fin et très intelligent sur la situation. Il dit si la paix ne se fait pas, en parlant de Châtillon-sur-Seine, les événements de Bordeaux seront lourds de signification. Car en même temps que cette paix, qui n'en finit pas d'être signée et qui ne sera finalement pas signée avec Napoléon, se produit au sud-ouest de la France, le 12 mars 1814, ce qu'on appelle la Révolution de Bordeaux, à tort à mon avis d'ailleurs, et qui est la déclaration de la ville de Bordeaux en faveur de Louis XVIII, le maire Lynch de Bordeaux dévoilant spectaculairement les couleurs blanches à l'arrivée du duc d'Angoulême, qui est accompagné des troupes de Beresford, qui est un des généraux de Wellington, Wellington ayant par ailleurs donné ordre à Beresford de ne pas se déclarer en faveur des Bourbons et de rester absolument neutre par rapport à une quelconque manifestation royaliste ou bourbonienne à Bordeaux en mars 1814. Ces deux phénomènes vont provoquer ce qu'on pourrait appeler une sorte de crise de palais, de révolution de palais parisienne, entre le 30 et le 31 mars 1814, avec la réédition de la ville de Paris le 30 mars, et l'arrivée d'Alexandre, l'entrée d'Alexandre Ier, qui est en tête de la coalition à Paris le 31 mars, qui s'installe, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, chez le représentant des vainqueurs qui a trouvé le moyen de rester sur place à Paris et qui n'a pas quitté Paris avec le cortège de la Régence, avec Marie-Louise et Cambacérès l'avant-veille, qui s'est arrangé par une pirouette caractéristique bien dans la manière de Talleyrand, qui s'est arrangé pour recevoir Alexandre Ier et qui va tenir à Alexandre Ier le discours bien connu du 31 mars au soir, lui disant « Sire, nous pouvons tout avec un principe, je vous en propose un, ce principe c'est celui de la légitimité ». C'est là où les choses commencent à se compliquer et que nous entrons dans ce qu'on pourrait appeler le quiproquo ou l'imbroglio français autour de cette idée, de cette notion de légitimité. Le retour des Bourbons, c'est le retour de la légitimité, mais de quelle légitimité parle-t-on ? Quand Talleyrand évoque le principe de la légitimité devant Alexandre Ier, qu'il va finir par convaincre, et provoquer donc la réunion du Sénat le lendemain, le vote de l'abdication, de la déchéance, du régime impérial de Napoléon et de sa famille dans la nuit du 2 au 3 avril, puis le rappel de Louis Stanislas Xavier, frère de Louis XVI et non pas de Louis XVIII, le 4 avril, quand Talleyrand parle de légitimité, il a en tête une conception mixte de la légitimité. Pour Talleyrand, la légitimité est une association de ce qu'il appelle le principe de la raison moderne, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler aussi l'opinion publique, et d'autre part, le principe de l'hérédité monarchique et l'histoire.
Cette légitimité, selon la conception de Talleyrand, qui sera aussi la légitimité selon la conception du Sénat, lorsque le Sénat rappellera Louis Stanislas Xavier, qui sera la légitimité selon la conception des doctrinaires sous la Restauration, est une légitimité cartésienne, une légitimité de la raison, en aucun cas une légitimité de droit divin. Il y a déjà une première légitimité qui habite une partie des élites françaises, qui coexiste avec une deuxième idée de la légitimité, c'est celle que l'on trouve dans De Buonaparte et des Bourbons de Chateaubriand, qui est une légitimité purement sentimentale et sensible, qui tourne autour de l'idée de la race, du sang, de la famille, de l'arbre généalogique, et qui est déjà une légitimité autre par rapport à celle invoquée par Talleyrand. Et puis vous avez une troisième conception de la légitimité, qui est, si vous voulez, en germe, au cours de ces mois de mars et d'avril 1814, c'est une conception ultraciste de la légitimité qui sera reprise et qui a déjà été évoquée par Joseph de Maistre, par Bonald et par les tenants de l'ultra-royalisme sous la Restauration. C'est une conception de la légitimité de droit divin qui est une conception pure de la légitimité. On a déjà là de quoi créer une équivoque et des quiproquos au moment même où la Restauration est en train de naître. Par rapport à cet imbroglio des conceptions de légitimité que nous trouvons à cette époque, quelle est la position du roi? De ce point de vue-là, elle est extrêmement claire et elle va s'exprimer à la fois à travers la déclaration de Saint-Ouen le 2 mai 1814 et évidemment à travers le préambule de la charte de juin 1814, puis à travers la charte elle-même. Elle relève au fond d'une conception absolutiste du pouvoir, et là il faut lever toute ambiguïté sur cette question-là. Elle relève d'une conception qui fait que légitimité et souveraineté ne font et ne sont, dans l'esprit de Louis XVIII, qu'une seule et même chose. Il suffit de se reporter aux rares textes politiques qu'il a écrits, le texte qu'il écrit à l'intention du duc d'Angoulême en 1797, les réflexions critiques qu'il écrit à propos des cahiers de doléances de la noblesse du Poitou, qui sont publiés aujourd'hui, et les observations qu'il fait sur la charte sénatoriale d'avril 1814, ne laissent planer aucun doute, quelles que soient les influences qu'il a pu avoir de son séjour en Angleterre, sur le fait que la prérogative royale est un élément essentiel dans l'esprit de Louis XVIII et qu'il n'en démordera pas. Toute la genèse de la naissance de, non pas la Constitution de 1814, mais la Charte de 1814, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, procède de cette idée de la primogéniture et de la prérogative royale. Qui est le constituant derrière cette Charte de 1814? Ce sont des commissaires royaux qui sont nommés par Louis XVIII. Les trois commissaires de Louis XVIII, qui sont l'abbé de Montesquieu, Ferrand et Beugnot, chapeautés par le chancelier d'Ambray, sont des proches, à l'exception peut-être de Beugnot, sont des proches de Louis XVIII. Louis XVIII intervient constamment dans l'élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, et cette charte a cette particularité de fortifier par rapport à ce qu'était la monarchie en 1789 et a fortiori en 1791, de fortifier les pouvoirs du roi. En présence de la charte, on est en présence de ce qu'on pourrait appeler l'unicité des pouvoirs d'État. C'est-à-dire que le roi a à la fois le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Toutefois, Louis XVIII consent à certains aménagements de son pouvoir royal, et notamment du pouvoir législatif, en acceptant que le pouvoir législatif soit partagé par le roi et par les deux chambres, la Chambre des députés et la Chambre des pairs. Il accepte du bout des lèvres l'initiative indirecte des lois et le fait que les chambres peuvent arrêter, notamment sur les questions de la loi du budget de l'État, le processus législatif. Il y a donc une concession qui est faite par Louis XVIII, mais qui ne doit pas être vue plus qu'une concession. On ne peut pas parler, en présence de cette charte de 1814, d'une monarchie parlementaire ou d'une monarchie constitutionnelle, mais, et je reprendrai en cela les termes de Stéphane Rials, qui a fait une très bonne analyse il y a une trentaine d'années de cette charte de 1814, mais d'une monarchie limitée. Ce qui va faire l'ambivalence, et je dirais le paradoxe de cette charte de 1814, c'est qu'à côté
je dirais, l'affirmation du pouvoir monarchique, du pouvoir du roi, à côté de cette juxtaposition de la légitimité et de la souveraineté, on a des concessions qui sont faites à ce qu'on pourrait appeler les acquis de la Révolution. C'est toute cette section de la charte qui s'appelle le droit des Français et qui prend en compte l'existence d'une société telle que la Révolution l'a faite sur le principe de la liberté et le principe de l'égalité. D'après la charte, et dans cette section de la charte, les Français sont égaux devant la loi, ils sont égaux devant l'impôt, ils sont égaux devant la justice. Toutes les libertés sont évoquées dans la charte de 1814, la liberté de parole et d'expression, sous réserve des lois de presse qui vont être votées par la Chambre des députés et la Chambre des pairs, la liberté de réunion, la liberté de conscience, la liberté religieuse, même si la religion catholique est dans l'article 6 proclamée religion de l'État, le code civil est entériné, la conscription est supprimée, le principe des confiscations napoléoniennes est également supprimé, et il y a aussi dans la charte ce qui n'est pas dit, et d'ailleurs Fiévé en fera la remarque à plusieurs reprises dans ses lettres de 1814 et de 1815, la Constitution, la charte, dit-il, est une sorte de navire qui serait suspendu dans le vide. On ne voit pas les corps intermédiaires, dit Fiévé. Et en effet, ce qui n'est pas dit dans la charte, c'est que le régime de la Restauration reprend à son compte l'ensemble de l'architecture administrative héritée de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire un pouvoir très administratif, un pouvoir centralisé, le pouvoir judiciaire, les départements, les préfets, et je ne rentre pas dans les détails. Le paradoxe de cette monarchie de 1814, c'est que la Révolution l'a fait infiniment plus forte qu'elle n'était en 1789. Ce que donne la charte, ce que dit la charte, c'est que la monarchie sort renforcée, forte de l'administration révolutionnaire, forte de la centralité impériale, sur les ruines de ce qui a été au fond l'adversaire du pouvoir monarchique sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire ces fameux corps intermédiaires, la noblesse en particulier, qui est réduite à sa plus simple expression par l'abolition des ordres en 89-90 et l'abolition de la noblesse elle-même en 90. Il y a donc des conditions créées par la Révolution d'un exercice infiniment plus, je dirais, infiniment plus prégnant du pouvoir monarchique qu'il ne l'était en 1789. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là on passe du côté des faiblesses, telles que la Révolution les donne à la monarchie en 1814, le deuxième point, c'est que cette même Révolution laisse en France une société extrêmement divisée et écartelée. Les premiers adversaires de la Restauration de 1814, ce ne sont ni les républicains qui n'existaient par ailleurs quasiment plus, ni même l'ancien personnel impérial, ni d'une façon plus générale les héritiers de la Révolution et de l'Empire, le haut personnel administratif de l'Empire qui va adhérer sans équivoque au régime de la Restauration, c'est la noblesse. Paquier le dit très bien quelque part dans ses mémoires, jusqu'à présent la noblesse était pardonnée donc sous l'Empire du bout des lèvres. À partir du retour des Bourbons, elle revient triomphante et le pardon change de camp. Le pardon qui était exercé vers la noblesse avant 1814 va s'exercer vers les tenants et les héritiers de la Révolution française après 1814. Emmanuel Furex, dans La France des larmes, l'a très très bien démontré à travers le processus expiatoire des messes de commémoration de la Révolution dont le couronnement a été la translation des cendres de Marie-Antoinette et de Louis XVI de Saint-Denis le 21 janvier 1815. Il y a donc une position de la noblesse qui est une position défensive et d'attaque par rapport à l'acceptation par la monarchie de la société héritée de la Révolution française et des acquis de la Révolution française. Frény, au début de ses mémoires, a une phrase extrêmement symptomatique pour le dire. Il dit « Je ne comprenais pas qu'on puisse restaurer la légitimité des personnes sans restaurer
la légitimité des choses, qu'on puisse replanter une race sans replanter les vieilles institutions. Et nous avons là, en 1814, un extraordinaire bouillonnement théorique de la part du royalisme, de la part des royalistes, autour des idées de corps intermédiaires, de décentralisation, de délégation des pouvoirs du roi aux anciens États, aux anciennes provinces, qu'on imagine évidemment différemment par rapport à ce qu'elles étaient en 89, mais il y a, du point de vue théorique, de la part des royalistes en 1814, un extraordinaire bouillonnement qui est sans équivalent dans toute l'histoire de la Restauration. C'est le début, au fond, à travers, je dirais, cette amertume et cette rancune des royalistes vis-à-vis du régime de la Restauration de 1814, c'est le début de la division des deux France, que l'on va retrouver quasiment à travers tout le XIXe siècle, ce qu'on appelait à l'époque l'ancienne France et la France nouvelle, c'est-à-dire les tenants de l'ancien régime d'un côté et les tenants de la Révolution de l'autre. La guerre de représentation, la guerre des mots, et Guizot a une très belle phrase pour le dire, il dit sous la Révolution on se battait, sous l'Empire on se taisait, la Restauration avait ramené la liberté au milieu de la paix, c'était le début de la guerre civile. Bien entendu, la première Restauration n'a pas été le retour d'une guerre civile, mais au moins d'une guerre des mots et des représentations. C'est à ce moment-là que la noblesse forge la légitimité de son émigration. Souvenez-vous du grand discours en préambule du comte Ferrand à la loi sur la restitution des biens d'émigrés non vendus en 1814, lorsqu'il parle de la ligne droite suivie par ceux qui ont été émigrés par rapport à la ligne moins droite, dira de façon très ironique le député Bédoc, qui n'approuvait évidemment pas cette appréciation de Ferrand. Il y a déjà les germes d'un discours de légitimation de l'émigration de la part de la noblesse. Et d'un autre côté, du côté libéral, on trouve déjà les germes d'une assimilation que l'on va trouver chez Madame de Staël dans les considérations sur la Révolution française à partir de 1818, d'une assimilation de la noblesse à l'émigration, d'une assimilation systématique qui va évidemment jusqu'à l'assimilation à la trahison, à la collusion. C'est le fameux slogan révolutionnaire Pitt et Cobourg de 1792. On le trouve déjà en 1814 à travers la production caricaturale. Souvenez-vous de ces séries publié par le Nain Jaune, ou publié sur le retour de Monsieur de la Jobardière, le noble étant systématiquement assimilé à l'émigré, ce dont on sait que c'est parfaitement faux, c'est oublier les lois d'amnistie consulaire de 1801 et de 1802, et on sait que le retour de la noblesse en 1814 correspond à une infime partie de cette noblesse par rapport à ce qui a été dit dans le discours pamphlétaire et dans le discours caricatural produit par les libéraux dès 1814. C'est aussi de la part des libéraux le recours à l'histoire et le retour des vieilles querelles d'Ancien Régime sur la question de l'affrontement, par exemple, des Gaulois et des Saxons, les grands discours théoriques de Bougainvilliers des années 1730-1740, qui sont repris par des libéraux comme Guizot et qui démontrent que le peuple vainqueur d'Ancien Régime est devenu le peuple vaincu. Il y a cette espèce de dichotomie très forte qui est présentée par Guizot dès 1816 et qui montre bien que là, on est déjà dans une période d'une certaine violence, tout du moins, en tout cas à travers les mots et les représentations. Face à ce bouillonnement intellectuel, culturel et social que représente le retour des Bourbons et l'avènement de la Restauration, on assiste à un discours royal et gouvernemental qui est probablement l'un des plus extraordinaires, l'un des plus intelligents et l'un des plus conciliateurs qui n'ait jamais été produit par la monarchie et que l'on va voir se développer dès le mois de mai 1814 autour d'un certain nombre de thèmes très simples qui sont d'abord le thème de l'oubli. L'oubli, et d'ailleurs c'est un des articles, je crois que c'est l'article 11 de la charte, personne ne pourra être recherché pour ses opinions ou pour ses votes avant l'année 1814. Cet oubli est un élément fondamental,
cette notion de l'oubli est un élément fondamental du discours royal, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs du discours tenu par les monarques des autres restaurations. Je pense par exemple à la dynastie d'Orange et à Guillaume d'Orange, qui va tenir à peu près le même discours en Hollande en 1814, un peu plus tard, à partir du mois de décembre 1814, très bien étudié entre parenthèses par Annie Jourdan, que je salue ici. L'oubli, la fusion, l'union et la fusion. Toute la politique royale de Louis XIV, notamment à travers la reconstitution des grandes institutions de l'État ou la constitution de la Chambre des Pairs, c'est cet équilibre entre la noblesse d'Ancien Régime et la noblesse impériale. Et quand on regarde les 154 pairs de France nommés par Louis XVIII en mai et juin 1814, on s'aperçoit que l'équilibre est quasiment parfait. Autre thème exercé par le discours royal de 1814, c'est le thème du rapport du père à ses enfants. Louis XVIII est le père de la nation. Il est le père de mes enfants, qui sont le peuple français. Louis XVIII est aussi le médecin de ses enfants. Le mot soin, comptez mes enfants sur mes soins, le mot soin, le mot de réparation des douleurs et des blessures françaises créées depuis 1789 est un mot extraordinairement prégnant dans le discours royal de 1814. Pourquoi ce discours n'a-t-il pas fonctionné? Je ne pense pas que ce soit pour des raisons internes qui tiennent à la société française telle qu'elle était et à son adhésion par rapport au retour des Bourbons. Ça s'explique en grande partie par une très profonde rechute de la Révolution qui est due à celui que l'on peut considérer, et ceci est une note pessimiste de ma part, comme le fossoyeur de la première restauration, qui est Napoléon, qui est le retour de Napoléon le 1er mars 1815, le vol de l'Aigle, et ce discours de guerre civile tenu par Napoléon qui va faire que le deuxième retour du roi à Paris, le 7 juillet, le 8 juillet 1815, sera infiniment plus difficile et plus compliqué dans une France infiniment plus divisée qu'il ne l'avait été le 3 mai 1814, lors la première entrée royale de Louis XVIII en 1814. Une restauration donc, que j'ai essayé de vous présenter de façon aussi rapide que possible à la lumière de la Révolution, car je pense que la grande question de tout le XIXe siècle a été celle de trouver les moyens et les modes d'en finir avec la Révolution et de trouver une solution par rapport à la nouvelle organisation sociale et par rapport à une nouvelle légitimité d'en finir avec cette révolution. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup de ce splendide exposé qui rappelle ou apprend à certains d'entre nous cette dimension de la restauration qui disparaît assez facilement sous les poncifs dont on l'accable et que vous avez bien dénoncé en commençant. Je crois que l'usage est de passer à des questions après chaque... oui. Bon. Non, peu importe. Oui, on est quand même très loin, en 1814, des textes de Louis XVIII, de 1795, quand il est monté sur le trône, et de la déclaration de 1804, Napoléon est devenu empereur. Il y a eu une volte-face formidable. Ça dépend du sujet. Comment? Ça dépend du sujet. Pas sur la question de l'équilibre royal. Il ne varie pas sur cette question-là. Par contre, sur la question des acquis de la Révolution, sur la question de l'acceptation de la France nouvelle, c'est-à-dire de la société telle qu'elle existe issue de la Révolution, il y a une évolution évidente dans les textes théoriques de Louis XVIII, probablement en partie due au pragmatisme même du roi, qui est, de ce point de vue-là, à mon avis, l'un des plus intelligents dans la lignée bourbonienne, et d'autre part, sans doute par l'influence qu'il reçoit de son séjour en Angleterre à partir de 1807, qui est évident. Mais je me permettrai d'insister sur le fait que
et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté roi partout où il était, comme le dit Chateaubriand magnifiquement dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qu'il était roi, qu'il soit dans une chaumière ou dans une crèche, je ne me souviens plus exactement de son expression, c'est précisément parce qu'il n'a jamais varié sur cette appréciation de la coexistence ou de la collusion souveraineté-légitimité. Où qu'il soit, il était le souverain légitime, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans sa lettre de réponse à Bonaparte en 1802, lorsque celui-ci lui propose les moyens d'une transaction à son abdication. Exactement. Il s'est toujours senti roi, même dans la misérable auberge en plein mois de janvier 1801 ou 2, je ne me rappelle plus, quand il est avec Madame la duchesse d'Angoulême en sortant des états de l'empereur Paul Ier et qui s'en va piteusement vers Varsovie. Il arrive quand même à Varsovie, mais il a battu sa dignité jusqu'au bout, cet homme-là. Ouais. C'est formidable. Le mot dignité, d'ailleurs, un des mots qui revient le plus souvent dans son vocabulaire, ce serait contraire à ma dignité. C'est un mot extrêmement important dans le vocabulaire de Louis XVIII. Prérogative et dignité. Enfin, moi, je vous complimente pour ce que vous avez dit. C'est magnifique. Merci. Il y a d'autres questions. Oui, juste un petit point de sémantique. Je pense que vous avez très bien souligné l'ambivalence du terme restauration et son inadéquation, au fond, d'un point de vue étymologique. Mais c'est peut-être sur ce point, disons, que l'anglomanie a eu définitivement raison, c'est que la restauration, c'est la restoration, c'est le rétablissement, mais c'est pas du tout le même sens en anglais, c'est le rétablissement de l'institution royale en 1660. En effet, ce serait intéressant d'ailleurs de s'interroger sur l'influence anglaise du mot. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. C'est extrêmement intéressant, parce que dans ce sens-là, on le comprend. Oui, dans le sens français, on ne le comprend pas. La fascination du modèle anglais, d'ailleurs, va jusqu'au fait que les trois glorieuses, c'est la Glorious Revolution. Absolument. On a un démarquage du début à la fin. Un personnage qui ne pensait qu'à ça, c'était le duc d'Orléans, qui attendait son heure comme un ami d'ange. Bien sûr. La révolution de 1688 est omniprésente dans la réflexion, que ce soit royaliste, doctrinaire ou libérale de la Restauration. Et la révolution de 1789 est sans cesse comparée à celle de 1688. C'est ainsi d'ailleurs que les libéraux, je veux dire ceux du groupe de Coppet, de Madame de Staël et de Benjamin Constant, scindent la révolution en deux et distinguent une bonne révolution, celle de 89, d'une mauvaise révolution, celle de 93. À l'évidence, c'est sous l'influence du modèle anglais de la révolution, de la glorieuse révolution de 1688. Alors, sur ce point, il y a aussi une citation de... c'est pas Benjamin Constant, c'est un qui dit à un moment, 1814, c'est en même temps 1660 et 1688. C'est les deux révolutions anglaises mixées en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est déjà cette idée tout à fait programmée dans l'esprit des libéraux qu'il faut faire passer le principe de légitimité invoqué officiellement et qui est celui du roi lui-même à travers l'entonnoir du parlementarisme anglais. Et du pacte. Et du pacte. Qui est une notion essentielle en 1688 en Angleterre. Et qui est le mot dominant chez les libéraux. Alliance, Guizot dit transaction. Oui. Beaucoup d'autres disent pacte ou alliance. Et toutes les ambiguïtés. Alors qu'au fond, à mon avis, celui qui résume le mieux le paradoxe de la Restauration, c'est ces deux cases dans son grand discours de 1817, royaliser la nation, nationaliser le roi. Tout le programme de la Restauration est là et n'enlève absolument rien au pouvoir du roi et à la prérogative royale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Decazes n'est absolument pas juste milieu, absolument pas. Et la Restauration n'est pas juste milieu.
Cela dit, d'une manière générale, Louis XVIII a en quelque sorte accepté, d'une certaine manière, l'héritage de la Révolution et de l'Empire, puisqu'il y a la question des biens nationaux. C'est un dessein que j'emploie le mot biens nationaux, parce qu'il y a d'une part les biens du clergé. Tout le monde était d'accord pour que la situation soit irréversible, tout le monde avait participé à la curée, mais il y a la question des biens non seulement des émigrés, mais aussi des condamnés qui avaient été confisqués. Et c'est là où il y a un article de la Charte qui dit, bon, on ne reviendra pas sur les biens nationaux, mais l'article suivant admet qu'il y ait une forme d'indemnité, et c'est la porte ouverte vers le milliard des émigrés, qui d'ailleurs ne se produira qu'avec son successeur Charles X. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois que Louis XVIII a eu conscience et a compris que... Il y a une petite anecdote, moi, que je trouve très frappante, que vous connaissez certainement, c'est l'appréciation du duc d'Angoulême quand il arrive à Toulouse, peu après Bordeaux. Il est reçu par la noblesse de Toulouse qui lui dit « Monseigneur, nous allons rétablir les anciens États ». Et Angoulême dit « Mais moi je suis très content avec les départements, ça me convient très bien les départements ». Louis XVIII a certainement eu parfaitement conscience que son pouvoir monarchique tirerait bénéfice de la nouvelle structure administrative et sociale de la France. C'est tout le paradoxe, mais il ne faut pas confondre le principe de la légitimité, qui dans l'esprit de Louis XVIII est absolument inoxydable, entre guillemets, et l'acceptation de la France nouvelle héritée de la Révolution. Ce sont deux choses différentes et qui, dans l'esprit de Louis XVIII, présentent une sorte de conjonction de coordination heureuse pour le pouvoir monarchique. Pour aller dans ce sens, je rappelle un propos de Joseph de Maistre dans une de ses lettres. On est autour de 1808, si mon souvenir est bon. Et il dit, avec ses formules habituelles, dit au fond, Bonaparte se permet de faire en France ce que tous les Bourbons ont souhaité faire, mais que jamais aucun n'a osé entreprendre. Vous avez tout compris. Madame de Montflers a un mot que j'ai pour caractériser les prémices de la Révolution. Elle parle du choc de la monarchie et de l'aristocratie. C'était bien ça, hein, les dernières années de l'Ancien Régime, c'était ça. Et au fond, les acquis de la Révolution permettent au roi de passer par-dessus ce conflit, ce vieux conflit entre le roi et sa noblesse. On peut le dire de façon comme ça, un peu abrupte, mais le fond reste valable. Il faut dire quand même que le roi, dès qu'il a débarqué en France, son entrevue avec les maréchaux, je pense que c'est à Compiègne, oui, ça a été un superbe comment dirais-je, de rétablissement des faits, etc. Il devait s'appuyer, si des fois on devait se battre contre d'autres, il s'appuierait sur les maréchaux, etc. Il a dit des choses comme ça à ces maréchaux de l'Empire qui venaient vers lui. Il a été très diplomate. Et finalement, à la déclaration de Saint-Ouen, ça a été peut-être, certains aspects devaient être un peu pénibles pour lui, mais il l'a quand même, parce qu'on lui a mis un peu le couteau sous la gorge, mais il l'a accepté, et tout est passé à travers ça. Derrière la théorie, ce que les royalistes reprochent au roi, au fond, c'est comme le dit ironiquement Fouché, c'est de s'être couché dans le lit de Napoléon, c'est-à-dire d'avoir conservé une très grande partie de l'ancien personnel issus de la Révolution et de l'Empire, à quelques exceptions près, par exemple les régicides qui ne passent pas du Sénat à la Chambre des Pairs, qui sont démis pour certains de la Cour de cassation, mais à quelques très rares exceptions près, par exemple dans le personnel de la préfectorale, je crois qu'en 1814, il n'y a que 3 anciens émigrés. La quasi-totalité du personnel préfectoral de l'Empire est conservée. Sans aucun doute. Ça s'est fait d'une façon quasiment miraculeuse.
Bonjour, merci. Je voulais d'une part dire que parmi les corps intermédiaires dont la restauration a été débarrassée par rapport à l'Ancien Régime, outre l'aristocratie, il y avait surtout les parlements, qui avaient quand même beaucoup pourri les règnes précédents, et donc ils étaient fort heureux d'être débarrassés, effectivement. Et puis je voulais aussi intervenir pour de l'oubli sur les régicides. Vous avez dit, et je l'apprends, qu'ils avaient simplement un peu rétrogradé, mais enfin dans la deuxième restauration, ils ont été exilés, ce qui était tout à fait légitime, mais enfin, c'est un oubli total. La situation n'est plus du tout la même en juillet 1815 par rapport à avril 1814. Entre les deux, on a eu les 100 jours. On a ce qu'on appelle une récidive. Et le climat n'est absolument plus le même. Et c'est toute la discussion de la loi d'amnistie à la Chambre des députés en décembre 1815 et janvier 1816. Et c'est ce fameux mot prononcé par Béthisy à l'issue du vote qui finit donc par proscrire les régicides relapses. Vive le roi quand même. C'est une expression que les royalistes ont peut-être pensée en 1814, mais qu'ils n'auraient jamais prononcée en 1814. Le retour de Napoléon et le retour de la Révolution, concomitamment à Napoléon, aggravent profondément les divisions françaises telles qu'elles étaient un an avant 1814.